Randolph Scott, d'abord, c'est une carrière de 40 ans, c'est une carrière de près de 100 films. Il commence comme pratiquement figurant, comme acteur de second plan. Ensuite, il va tourner déjà des westerns, au début des années 30, avec notamment Henry Hathaway comme réalisateur, sur des adaptations des romans de Jane Grey. Ensuite, comme le western n'est pas un genre privilégié dans ces années-là, il se retrouve tourner, ce qui est tout de même pas du tout là on l'attend, des comédies, des drames mondains. Par bonheur, le western à la fin des années 30, disons, réapparaît comme un genre à part entière. Donc on le voit dans Belle Star, dans le Jesse James d'Henry King avec Henry Fonda et avec Tyrone Power. Donc il devient un peu un acteur de western. Ensuite, c'est la guerre. Donc du western à la guerre, il n'y a qu'un pas et on le voit dans des films de guerre. Et ensuite, il va tourner des westerns pour la Warner, des choses qui sont pas mal, jusqu'à ce corpus de Buttigieg Scott qui est vraiment passionnant. Tous ces films sont coproduits par Scott avec son associé Harry Joe Brown, qui je crois est une sorte de pochetron sympathique qui devait savoir assez bien monter ce genre de production et qui tournait tout à fait de manière très professionnelle, mais qui ne devait pas avoir des ambitions artistiques démesurées. Scott, Randolph Scott, lui était quelqu'un qui était très riche, qui avait épousé une femme très riche, mais qui, pour ne pas passer pour un gigolo, il aurait très bien pu vivre avec l'argent de sa femme, mais il voulait, justement pour ne pas passer pour un gigolo, continuer à travailler, donc il faisait 2 films par an, comme ça, qui marchaient généralement très très bien, qui étaient toujours produits dans le même type de budget, et ça depuis des années avant, je répète, Buttigieg, et on doit à De Tos certains films assez réussis, hein, comme le Cavalier de la Mort ou Les Conquérants de Carson City, sont des films très intéressants, et surtout Le Cavalier traqué, Riding Shotgun, qui est un des meilleurs films de la série, et un de ceux que De Tos avait pu réécrire au niveau du scénario. Alors ce sont des productions pas exactement de série B, disons, ce sont des petites productions A, puisque Scott était une grosse vedette. Et Buttigieg, à ce moment-là, il l'a toujours dit, a bénéficié d'une liberté artistique totale. Il pouvait choisir les techniciens, généralement Scott et Harry Brown les connaissaient. Il pouvait surtout choisir les acteurs. Et là, le côté à la fois monolithique de Scott et sa, qu'est-ce qu'on peut dire, semi-indifférence au film ont beaucoup servi ses œuvres, puisque Buttigieg a pu choisir toute une galerie d'acteurs, et je reviendrai quand on parlera de chacun des films, une galerie d'acteurs absolument formidable, et Scott se fichait absolument, avec, je pense, une véritable élégance et une certaine intelligence, se fichait absolument de ce qu'on lui vole les scènes. Il acceptait de jouer, lui, et de n'être qu'en réaction souvent extrêmement minimaliste face à des comédiens flamboyants, alors, dont le premier a été Lee Marvin, dans Cet homme à abattre, inoubliable dans Cet homme à abattre. Et ça a donné un petit peu, là, ça a fixé un petit peu le style de la série.